Je passe la parole à notre collègue Christine Louis-Sylvestre. Donc, merci pour qu'elle puisse commencer à donner la parole à aux interlocuteurs qu'elle a conviés. Donc, nous accueillons pour démarrer le professeur Natacha Kadlub, qui est chirurgien maxillofacial pédiatrique, qui travaille à l'hôpital Necker Enfants Malades, qui a comme principaux sujets d'intérêt d'une part les cancers, mais également les malformations. Et elle fait à ce titre partie du centre de référence des fentes et malformations faciales. Alors, nous avons fait la semaine dernière à Amiens, à l'Institut Fairface, donc une présentation, une journée délocalisée de l'Académie sur ce sujet que vous allez illustrer. Merci, c'est très important. Et je vois que tous les modèles que vous avez apportés là, les modèles plastifiés, qui sont en fait des représentations des malformations, je suppose, des enfants auxquels vous allez proposer une solution chirurgicale. C'est ça. Ben, je vous remercie, je suis très honorée de parler à cette académie. Donc je vais vous parler de la chirurgie personnalisée en maxillofacial pédiatrique. Alors est-ce que c'est la même chose que la médecine personnalisée? Donc la médecine personnalisée, c'est une pratique émergente de la médecine qui se base beaucoup sur les profils génétiques des individus pour faire une prise en charge, notamment en termes de prévention, diagnostic et de traitement des maladies de façon personnalisée. C'est pas du tout ça la chirurgie personnalisée, c'est plutôt l'utilisation de techniques modernes de chirurgie assistée par ordinateur, de simulation et de fabrication additive. Alors, les problématiques en chirurgie maxillofaciale pédiatrique et non pédiatrique qui nous ont amené à l'utilisation de cette chirurgie personnalisée, c'est la complexité de l'anatomie faciale et puis la nature morphologique de l'os, c'est-à-dire qu'une modification de l'anatomie osseuse n'aura pas forcément de conséquences sur la fonction, mais aura une conséquence morphologique importante. La symétrie faciale a une importance et puis il y a des problématiques de volume. Par ailleurs, s'associe à ça la motricité intrinsèque des muscles possiers qui peuvent entraîner une impression d'asymétrie faciale alors que les structures osseuses sont symétriques. Et puis, il y a l'impact esthétique de l'asymétrie. On sait qu'à partir de 6% d'asymétrie, cette asymétrie est visible par un œil extérieur et donne une impression d'aspect inesthétique. En pédiatrie, s'ajoutent les problèmes de croissance, avec une croissance qui est différée en fonction des structures osseuses, avec une fin de croissance de l'orbite en premier, vers 10 ans, le maxillaire qui grandit jusqu'à peu près 14-15 ans, et puis une mandibule qui va poursuivre sa croissance jusqu'à la fin complète de la croissance, c'est-à-dire 17 ans chez les femmes et plutôt 18 ans chez les hommes. Alors, quels sont les apports de la chirurgie personnalisée? Alors, tout est intrinsèquement lié. Ça nous aide à mieux comprendre ce que les malformations, à mieux planifier notre chirurgie, à fabriquer des modèles, mais aussi à fabriquer des plaques d'ostéosynthèse. On en reparlera de façon un peu plus spécifique, à mieux expliquer aux patients, mais aussi aux étudiants, et puis, dans certains cas, à pouvoir s'entraîner. Alors comprendre, alors ça ce sont un cas de mon ami Boris Flore à Tours, des malformations crânio-faciales qui n'existent plus dans nos contrées et qui sont souvent le cas de patients qui viennent de pays émergents pour lesquels il n'y a pas de description et seule l'impression en fait 3D nous permet vraiment de comprendre quelles sont les anomalies anatomiques. De comprendre d'autres malformations comme celle-ci. Alors ça, c'est une petite qui nous a été adressée par une voie humanitaire, donc avec une fusion complète entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas, un cas une de Sangnassi qu'on n'avait pas eu dans le service ou de façon aussi importante. L'impression de ce modèle de stéréolithographie nous a permis de voir où se situaient les fusions et quelles étaient les possibilités thérapeutiques pour pouvoir libérer ce bloc, dans cette ankylose qui n'est pas réellement une ankylose, mais cette fusion entre les deux mâchoires et pouvoir libérer l'ouverture buccale de cet enfant. Dans d'autres situations, ça peut nous aider à connaître les rapports anatomiques, notamment le trajet du nerf alvéolo-dentaire, par exemple,
dans le cas de certaines malformations, on voit bien de ce côté-là donc tout le trajet. Ça nous permet éventuellement de travailler sur des traits d'ostéotomie, mais on peut constater que du côté contralatéral, il n'y a pas de trajet intraosseux du nerf alvéolaire inférieur, ce qui va nous permettre de mieux choisir, mieux positionner notre ostéotomie. En cas d'encombrement dentaire, on peut aussi analyser donc les position des racines dentaires de façon à ce que les ostéotomies chirurgicales n'entraînent pas de nécrose dentaire ou des germes dentaires qui sont en voie d'éruption. Cette chirurgie sur mesure va nous permettre aussi de mieux planifier. Alors c'est le cas beaucoup en chirurgie orthognatique, notamment dans le cas d'asymétrie, où on va avoir par exemple chez cette patiente une déviation du milieu des incisives, un plateau occlusal qui n'est pas droit, une mandibule déviée et puis un menton qui est dévié. On va avoir trois ostéotomies à réaliser pour pouvoir recentrer le massif facial. Et donc l'utilisation de cette chirurgie assistée par ordinateur va nous permettre de réhorizontaliser et de recentrer le maxillaire, puis dans un deuxième temps de mieux positionner l'occlusion dentaire de façon à ce qu'on ait une bonne occlusion en fin de croissance, et puis de finir, une fois tout ça repositionné, par recentrer le menton pour pouvoir donner un aspect plus symétrique du visage avec une bonne fonction et une bonne occlusion dentaire. En chirurgie cancérologique, ça nous est aussi beaucoup utile en pédiatrie, puisque nous sommes souvent face à des sarcomes pour lesquels on va traiter la chirurgie du fantôme, c'est-à-dire la masse tumorale qu'il y avait avant la réduction par la chimiothérapie. Donc l'utilisation de guides de coupe et de planification pré-chimiothérapie va permettre d'avoir une chirurgie qui sera R0 pré-chimiothérapie et de réduire le risque, la nécessité de mettre en place de la radiothérapie chez ces enfants notamment. Donc ça, c'est par exemple un patient pour lequel on a planifié. Donc c'est un enfant de 2 ans. On ne peut pas faire de reconstruction immédiate par un lambeau microchirurgical de type péroné qu'on gardera pour la fin de croissance, mais on va pouvoir imprimer un implant sur mesure adapté donc à la résection qui aura été anticipée. Le cas d'un autre patient qui présente un sarcome anaplasique pour lequel on va réaliser pareil une chirurgie du fantôme avec une résection large. La planification des traits d'ostéotomie à partir des données d'IRM avant la chimiothérapie, et puis la reconstruction par un lambeau micro-anastomosé de fibula, avec la préparation des plaques sur mesure. Cette planification en avance nous permet en fait de gagner un temps très important en péropératoire et de diminuer les risques au niveau du lambeau, puisque toute la préconception du lambeau se fait in situ avant que le lambeau soit en ischémie et diminue le temps d'ischémie du lambeau et donc les complications artérielles. En chirurgie crânio-faciale, pareil, donc on peut planifier les avancées qu'on doit réaliser du lambeau frontal, mais aussi de la distraction de l'EFOR 3. Une fois qu'on a planifié, on va pouvoir donc fabriquer. Donc on va voir différents types de choses que l'on peut fabriquer en maxillofacial. Donc on va pouvoir fabriquer donc, des implants donc, et des matériels d'osséosynthèse. Chez cette patiente donc, qui présente une séquelle de fente avec une rétromaxillie, c'est-à-dire la mâchoire du haut rétruse. On va pouvoir proposer une distraction maxillaire, donc avec un guide de coupe qui va nous permettre de tracer l'ostéotomie de l'EFOR 1 en évitant les germes et les racines dentaires, la conception de plaques sur mesure et puis un distracteur hybride. Et vous en avez un ici si vous voulez le voir, donc qui est fabriqué sur mesure pour chaque patient, avec donc des photos péropératoires et puis les résultats en fin de distraction. Chez ce patient, donc, qui a un syndrome de Goldenhar, donc il n'y avait pas de souhait de symétrisation de la partie moyenne du visage, mais souhaitait avoir un angle mandibulaire très marqué.
Donc on peut utiliser pour cela des techniques de mirroring avec des implants sur mesure. Donc là on a utilisé une Medport qui a été fabriquée donc par cette technique de mirroring avec la mandibule contralatérale. Et puis donc après la mise en place de l'implant de Medport, alors ça donne toujours cette impression d'asymétrie, mais quand on regarde que le tiers inférieur, on constate qu'on a une symétrie relativement correcte au niveau de la mandibule et du tiers inférieur, ce qui était le souhait du patient. Ce patient qui présentait un défect au niveau de l'orifice piriforme, pour lequel on a réalisé cette fois un implant en titane pour combler cet orifice piriforme et relever ainsi le pied de l'aile du nez. Alors on peut rajouter des implants, mais on peut aussi retirer de l'os de façon symétrique. Donc ça, c'est un enfant qui présente une hypertrophie hémifaciale. Avec, donc quand on regarde sur le scanner avec une reconstruction tridimensionnelle, des excès osseux au niveau du zygoma et au niveau de la mandibule. Avec les mêmes techniques de mirroring, on peut planifier la zone à réséquer, positionner ces guides de coupe qui sont fabriqués sur mesure. En même temps, grâce aux techniques anatomiques, on peut repérer le nerf alvéolaire inférieur et éventuellement le dérouter si c'est nécessaire et réaliser une ostéotomie aussi parfaite qu'elle soit au niveau des tissus osseux, de façon à obtenir une symétrisation avec ce résultat. Donc on ne peut pas corriger les tissus mous, en revanche c'est vraiment une chirurgie qui affecte principalement l'os. Voilà un cas complexe pareil qui vient de Tours, de reconstruction sur une patiente venant d'un pays émergent. Alors cette chirurgie, cette utilisation donc du sur-mesure et de la planification est très importante aussi pour les patients parce que ça permet d'expliquer exactement ce qu'on va faire. Quand on a cette planification, qu'on montre aux patients, on peut leur expliquer exactement comment vont être situés ce qu'est réellement une ostéotomie, quand on parle d'ostéotomie maxillomandibulaire, de leur expliquer comment vont être positionnées les plaques, ce qu'on fait exactement au niveau de l'os, de leur expliquer pourquoi, après l'intervention, ils peuvent avoir une hypoesthésie du nerf dans le territoire labial inférieur, du fait notamment du passage du nerf. Et puis pareil, quand on a des reconstructions, pouvoir expliquer exactement quel va être le défect osseux qui va être créé suite à la chirurgie d'exérèse de la tumeur, et puis le type de reconstruction qui vont être réalisées. Enfin, pour finir, alors c'est de l'entraînement qui coûte cher, hein, mais ça peut permettre aussi de s'entraîner. Grâce à l'utilisation de scanners, on peut éventuellement, là c'est le cas d'un patient qui a une fente, scanner le visage d'un enfant en préopératoire, ça ce serait le luxe extrême, et puis laisser aux plus jeunes qui vont opérer s'entraîner sur ce patient pour voir s'ils savent faire les dessins, s'ils connaissent les principes de la chirurgie. Alors, en conclusion, donc cette planification, je dirais plus que de la personnalisation, ça facilite extrêmement la chirurgie, ça a un intérêt important dans les cas complexes, ça permet d'expliquer, c'est un gain de temps très important en chirurgie, il y a un aspect pédagogique important, mais il faut faire attention malgré tout. Donc, hormis le coût, c'est une chirurgie qui ne doit pas, souvent on entend dire, ça permet que ce soit plus facile et laisser aux jeunes le fait de le faire, mais parfois ça ne marche pas, la plaque n'est pas parfaite et il faut avoir les techniques traditionnelles, il faut savoir connaître les techniques traditionnelles pour pouvoir se sortir des problématiques de la modernité, je dirais. Et puis l'autre question, c'est d'abord, en fait, la chirurgie personnalisée, pour moi, c'est d'abord s'occuper des patients en tant qu'individu plus qu'en tant que sujet osseux et connaître leurs envies, connaître leurs besoins avant de forcément créer une symétrie ou arranger le visage comme nous, on pourrait l'imaginer. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, c'était superbe. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et sinon, moi, j'en aurais peut-être une. Professeur Germain. D'abord, des compliments pour votre présentation. Une question courte. À quel moment faites-vous les implants osseux dans les transplants microchirurgicaux? À quel moment? À quel âge ou à quel moment? Non, à quel moment par rapport à l'intervention? En même temps. En fait, on fait l'exérèse de la tumeur et ensuite, sur le même temps, la reconstruction microchirurgicale. Vous savez que classiquement, on attend toujours un certain délai
de plusieurs mois avant de mettre les implants, en France en tout cas. Les implants l'os ou les implants dentaires? Les implants dentaires. Ah, les implants dentaires, on attend, ça se fait souvent on le fait dans un deuxième temps. Combien de temps? Généralement, on attend 6 mois minimum, mais il y a besoin souvent de redraper les lambeaux et généralement, en vérité, c'est plus un an, le temps de... Parfait, merci. Autre question? Hubert Joannet, notre secrétaire perpétuel. En fait, tout ça sont des techniques assez récentes sur le plan reconstruction 3D, prothèse et tout ça. La question que j'ai envie de vous poser, c'est mais comment vous faisiez avant? Est-ce qu'il y a plus d'indications maintenant, par exemple ou... Non, alors ce qu'on faisait avant, on faisait plus ou moins la même chose. Je dis que ça a été un petit peu moins bien et plus long surtout. C'est-à-dire que quand on voulait recréer un angle mandibulaire, on ajoutait des morceaux d'os de calvaria qu'on superposait, on regardait comment ça se positionnait, il y avait un taux de résorption, on avait d'autres techniques. Mais c'est vrai que ces techniques-là permettent d'avoir un résultat immédiat qui est meilleur. Est-ce que vous avez choisi d'autres sites justement donneurs pour donner de l'os? Est-ce que les fragments du péroné, vous servez de quel type d'os pour justement uniquement des matériaux composites étrangers, ou bien est-ce que vous servez encore on se sert encore beaucoup des côtes, notamment pour tout ce qui est reconstruction du nez. Ça marche vraiment très facile. Quand il y a des pertes de substances, là, vous êtes bien obligé, la plaque ne peut pas suffire à elle-même. Certains implants en Medport peuvent suffire, mais c'est vrai qu'il faut être sûr qu'il n'y ait pas de rejet, il faut être sûr que ce ne soit pas une zone qui va être traumatisée, puisque s'il y a une exposition, l'implant, on est obligé de le retirer. Donc il faut quand même avoir des tissus mous qui soient quand même suffisants. Et puis comme structure osseuse, on va avoir, en fait, c'est variable. Soit on va utiliser donc le péroné si on a besoin de quelque chose de vascularisé. Soit on va utiliser la calvaria pour des greffes d'os plus petites, ou on utilise aussi le cartilage pour la suprastructure orbitaire, le cartilage costal, et puis pour le nez. D'autres questions? Quelle est la diffusion actuelle de cette technique? Est-ce que c'est réservé à des centres experts? Non, alors ça s'est très très largement diffusé. Le problème est le coût. En chirurgie orthognatique, il y a même c'est utilisé par beaucoup de chirurgiens, même dans des activités libérales, puisque ça fait gagner beaucoup de temps sur la planification et sur le geste chirurgical. Merci. Une courte question. Vous n'avez pas du tout parlé de l'omoplate. Vascularisé, j'entends. Oui, on utilise parfois l'omoplate, en effet, pour les lambeaux, quand on a besoin aussi d'un plus large tissu avec le lambeau de grand dorsal. On l'utilise aussi, notamment pour les reconstructions du palais. Arlette, Colchen-Person. À quel âge le faites-vous? Parce que les enfants grandissent. Comment ça se passe là? Alors, on essaie de s'adapter pour les reconstructions microchirurgicales. On essaie de s'adapter à la croissance, mais malgré tout, on se dit qu'à partir de 12 ans, on va quand même parce que sinon, on met d'abord une plaque, un lambeau de grand dorsal, parce qu'il faut recouvrir la plaque, et ensuite un lambeau de péroné. Ça fait 2 lambeaux microchirurgicaux, 2 interventions longues. Donc à partir de 10 ans, on se dit qu'au pire, on pourra distracter après notre lambeau de péroné. Mais on peut l'utiliser à partir de 10-12 ans. On l'utilise à peu près, les 12 ans. Merci. Jean-Claude Coffinal. Oui, simplement pour dire que je crois que la chirurgie maxillofaciale a véritablement été pionnière dans l'ensemble de cette chirurgie-là. On l'a vu apparaître, les planifications et le traitement sur les guides de coupe et l'ensemble apparaître après les premières interventions et les premières reconstructions et planifications maxillofacial. Oui. Je pense que ça vient du fait que l'os en maxillo a une grosse vertu morphologique qui est vraiment tellement importante que je pense que c'est pour ça que ça a été très développé. C'est l'aspect vraiment esthétique de l'os, plus qu'en orthopédie qui a une fonction plus importante, par exemple. Oui. Et l'autre, je veux dire, la configuration spatiale est complexe. Et ce qui s'en rapproche en étant même très très différent, mais aussi vu la complexité, c'est les fractures complexes du bassin. Ouais. Je veux dire qu'on est plus, on arrive simplement à réparer de la même manière. C'est d'ailleurs la deuxième, je pense, spécialité où l'impression 3D, la planification a été très largement utilisée, même pour la cancérologie du bassin. Les impressions sur 3D sont très largement utilisées.
Alors, chers collègues, vous avez parlé à plusieurs reprises de coûts de ces interventions. C'est quoi qui coûte cher? C'est l'imprimante 3D qui permet de faire des prothèses adaptées, personnalisées. Alors actuellement, on ne peut pas réaliser ses propres... ce sont forcément des dispositifs médicaux de type 2 ou 3. Donc on ne peut pas les réaliser in situ. Donc on peut avoir d'imprimantes à l'hôpital qui fabriquent ces matériaux. Ça pourrait Alors ça pourrait, on pourrait le faire par exemple au sein de la PHP, mais on ne pourrait pas le revendre, mais on pourrait le faire au sein de la PHP, mais ça demande... Jusqu'à présent, l'impression 3D avait une dérogation par rapport aux normes européennes, et là, depuis 2021, ça a posé un énorme souci, c'est qu'il y a eu... Ils sont réglementés comme tous les dispositifs médicaux implantables. Mais vous savez qu'on a réussi en bi-académique à faire modifier le décret européen qui nous imposait une reconfiguration de tous les décrets d'application pour 2024. D'accord. Et on va avoir un recul de la date de 2 ou 3 ans de plus. D'accord, c'est une bonne nouvelle pour plein de... Oui, c'est très important. Ouais. Et donc, on est donc de fait obligé de passer par un tiers exploitant qui, apporte une sécurisation. Voilà. Et eux, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Voilà. Très cher. C'est très cher. Vous avez une ordre d'idée? Alors nous, on a des prix, mais par exemple, le distracteur, alors qu'ils ne veulent plus fabriquer, parce que justement, ils ne gagnent pas assez d'argent dessus, mais c'est de l'ordre de 3 000 à 4 000 euros le distracteur sur mesure. Ils sont fabriqués en quoi? En titane? En oui. titane. Sachant que ça a été inventé dans le service par Patrick Diner et Marie-Paul Vasquez, le distracteur, donc il n'y a même pas la propriété intellectuelle ni le développement à payer, c'est juste l'impression, c'est quelque chose qu'ils font qu'imprimer. Mais une stéréolithographie, comme ça, c'est de l'ordre de 1 000 euros. Vous devriez travailler avec la commission innovation de l'Académie de chirurgie qui est dirigée par Jean-Claude Coufinal, oui. Parce que c'est vraiment un sujet majeur, c'est de trouver des moyens nouveaux qui nous permettent peut-être d'être moins prisonniers d'un marché industriel qui est forcément cherche à être rentable. Bien sûr. Nous, on cherche à être utile. Oui, mais j'ai un projet sur lequel je serais intéressée d'ailleurs. Alors voilà, vous avez toutes les raisons. Voilà, vous avez la personne ad hoc en face de vous. Très bien, merci beaucoup. Et merci beaucoup. Donc, cher ami,